Le peintre d'origine verviétoise Yves Surstrasse nous a ouvert les portes de son atelier bruxellois. Aujourd'hui, il nous parle de sa vie, la famille, l'art, les lieux et bien sûr l'enfance à Verviers. Nous ouvrons son album. Yves Surstrasse, bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre atelier à Bruxelles. On va découvrir votre album qui est rythmé par la vie privée, par la vie professionnelle et puis aussi rythmé par des lieux, et on va les découvrir si vous le voulez bien ensemble. Et puisqu'on parle de lieux, bien, le premier lieu, c'est celui de l'enfance, c'est Verviers. Alors pour retrouver ce lieu de l'enfance, bien, voici un livre avec vos aïeux, des portraits de vos aïeux, c'est bien ça? Exactement, en fait c'est un jeune Allemand que ses parents, c'était les bourgeois fortunés de Warendorf, et ils ont demandé à leur fils d'aller faire une formation dans le monde lainier de Verviers de l'époque. Et ce jeune homme de 15 ans, en fait, est parti, c'était assez compliqué à l'époque, c'était des grands voyages. Et il s'est lancé, il a été apprenti, je crois, chez des lainiers, je crois chez les Hauser, en fait, qui étaient déjà des filatures de Verviers. Et puis, il a fait sa formation, il s'est marié, et en fait, en 50 ans, il a fait, je crois, une fortune assez remarquable dans cette ville. La famille Surstrasse est une des grandes familles de Verviers. Et alors, petit à petit, je crois que je suis issu d'une des 4-5 branches des Surstrasse et des Torstraat, en fait. Il y avait les Surstrasse et les Torstraat. Alors voici, ici, c'est une photo de votre grand-père, c'est ça? Ça, c'est mon grand-père, tout à fait, Louis Surstrassen. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Oh, nous avons une très grande admiration pour notre grand-père. C'était un homme excessivement généreux. Moi, je l'ai connu malheureusement jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc, mais on a beaucoup d'admiration pour cet homme, qui aussi bien à travers la guerre c'était, je pense, un très grand homme. Alors, votre enfance à Verviers, c'était comment? Mon enfance à Verviers, ce que moi je me souviens, bon, d'abord une enfance très heureuse, parce que bon, nous avions le privilège d'être dans des très grands espaces. C'est pas tellement le fait que ce soit un enfant, ce que moi je me souviens, c'était la nature. Nous avions la chance de vivre à Lambermont, et je me souviens, l'espace de la nature elle-même était extraordinaire. C'est la liberté d'un enfant dans la nature. Et Verviers, pour vous, qu'est-ce que ça représente encore aujourd'hui? Donc vous avez quitté Verviers à l'âge de 10 ans pour venir ici à Bruxelles. Qu'est-ce qui reste de Verviers pour vous dans votre inconscient? Je crois une enfance très heureuse, et puis quand même une famille qui était ruinée. J'ai perdu un petit frère quand j'avais 7 ans, lui 5 ans, donc c'était pas rien. La ruine, donc mes parents qui sont venus à Bruxelles, il fallait retrouver un travail, ils n'avaient plus rien, c'est-à-dire que c'était quand même une famille très fortunée. Donc nous, mon frère, ma sœur, c'était terrible à l'époque. C'était vraiment, surtout de voir la douleur des parents qui avaient perdu un enfant, qui avaient tout ça. C'était. Et puis en plus la ruine, c'est-à-dire plus d'espace, un petit appartement à Bruxelles et une nouvelle vie. Bruxelles, pour nous, c'était la grande ville en fait. C'est assez impressionnant, j'imagine alors. Mais mes parents avaient un petit appartement à l'époque, avenue Louise, quand ils étaient encore fortunés, et je me souviens encore du métro, enfin le métro n'existait pas, pardon, le tram, avenue Louise, et les tunnels, pour nous c'était New York, quoi. C'était quelque chose de très très impressionnant, parce qu'on y venait une fois tous les 6 mois. Mes parents venaient quand ils venaient peut-être au théâtre, ou je ne sais pas, quand ils faisaient des allers-retours, mais c'était très impressionnant Bruxelles pour un petit verviétois qui était dans sa campagne. Alors vous grandissez, comment devient-on artiste dans une famille plutôt traditionnelle, si je puis dire? Oui, c'était pas du tout dans mon père, ma mère, qui étaient des gens tout à fait merveilleux pour moi. Un artiste, c'était une catastrophe. En plus, la ruine. Je dirais donc malheureusement, il fallait être pour moi médecin. Déjà, j'avais pas le poids de succéder à cette famille puisqu'il n'y avait plus rien. Donc, mais moi, j'étais plutôt, l'école, c'était pas pour moi. Donc, très vite, j'ai fait l'école buissonnière, j'ai fait des fugues. Enfin, c'était une catastrophe. Mais je crois que c'est lié aussi j'ai réglé la rupture, ce drame de la famille. Je ne suis pas rentré dans le rail de l'école, en fait. Donc j'étais très jeune, 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'ai tout arrêté. Et je pense que par l'art, j'ai retrouvé l'argent, pour moi, c'était un échec, parce que ce n'était qu'un drame, l'argent, puisque pour moi, toute une famille qui s'effondre, on ne pouvait pas être heureux avec l'argent, pour moi. Bon, bien que l'argent
est tout à fait nécessaire. Mais pour moi, enfant, c'était pas ça que je recherchais. J'ai recherché quelque chose de beaucoup plus absolu. Et je crois que si j'avais pas été peintre, j'aurais été musicien. Et si j'avais pas été musicien, j'aurais peut-être pas littéraire, parce que ça c'est moins proche de moi, mais j'aurais en tout cas été musicien. Donc cette carrière d'artiste, elle est née justement dans cette rupture, dans le fait justement qu'il fallait aller vers autre chose ou... Je crois que dans ces 15, 16, 17, 18 ans, c'était énormément de douleur. C'est l'adolescence, c'est se retrouver dans un appartement à Bruxelles, avec des parents qui ont beaucoup souffert, avec bon, tout ce qui est autour de ça, qui est quand même énormément de douleur. Et je crois que j'ai commencé à trouver énormément de plaisir dans le dessin, dans la peinture, et puis dans la découverte de tous les peintres. J'ai eu une très grande amitié aussi avec un Dusberg, qui était aussi une famille ruinée de Verviers. Mon meilleur ami était Frédéric Dusberg, qui est décédé à l'âge de 18 ans, mais il y avait son frère aîné, qui est décédé maintenant, où j'ai eu une très grande amitié avec lui, qui était peintre. Il vivait à Sarre. Oui. Et alors quand j'allais jouer avec Frédéric, quand j'étais enfant, j'allais respirer la peinture chez lui. Et lui, son grand-père était un très grand collectionneur. Il collectionnait des Bazin, des Manessier, des Kandinsky, des Monet. En fait, c'était extraordinaire. Ils avaient un château merveilleux avant d'être ruinés, parce qu'eux fabriquaient des machines à filature pour filer la laine. Et en fait, on s'est retrouvés tous les deux à Bruxelles, parce que bon, lui aussi ruiné, 10 ans de plus que moi, une grande expérience. Mais étant donné que son grand-père avait été proche des grandes galeries à Paris, il a côtoyé les artistes, il avait une culture plus grande que la mienne, par un grand-père collectionneur et moi. Donc il m'a beaucoup appris. Formé, c'est ça. Il m'a beaucoup appris. Alors on vous retrouve alors quelques années plus tard, alors en ouvrant cet album. Alors là, vous partez dans le sud de la France. Alors là, c'est une aventure merveilleuse. Bon, pas d'argent. Vous avez quel âge à cette époque? Oh, je devais avoir, je dirais, 23 ans. D'accord. Oui. 23 ans. Et donc j'étais pas encore marié, je vivais avec Laetitia, avec lequel j'ai vécu pendant 15 ans, avec lequel j'ai été très heureux. Et quand j'étais enfant, j'étais passé avec mes parents à la Chartreuse de la Verne, qui est à 30 km de Grimaud, et de l'autre côté de Colobrières, qui est un endroit perdu, sans électricité, 3 hectares de bâtiments, un monastère extraordinaire, de beauté, en même temps à moitié en ruine. Et je suis retourné avec une bande d'amis, avec Laetitia. Nous sommes arrivés là dans ce monastère extraordinaire. Un gardien nous accueille et je dis, bon, tu me donnes ta place? Il me dit oui, tu peux l'avoir. Et nous avons vécu pendant 2 ans à la Chartreuse de la Verne, gardien et payé au SMIC, donc tout à fait... Bon, très vite, moi, les touristes, ça ne m'a pas beaucoup plu, et j'ai laissé tout le monde travailler, je suis parti dans la forêt, et je me suis créé un atelier. C'est ça, créer un atelier en pleine nature, en fait, c'est ça. Oui, avec une tente pour avoir la lumière du nord. Et en fait, j'étais passionné déjà de musique, donc j'écoutais beaucoup les musiques répétitives. Puis je me suis mis à côté d'une source, et j'ai découvert en fait le calme de la forêt avec la source. Et bon, après, j'ai appris que les Africains rentraient dans des transes au son de l'eau. Enfin, j'ai une expérience avec la nature extraordinaire là, dans la forêt. Ça ne vous manque pas justement cette proximité avec la nature aujourd'hui? On verra l'évolution justement des ateliers pour arriver à celui-ci. Bon, il y a une nostalgie par rapport à cette époque? Non, c'est une époque. C'était un passage. Je ne suis pas nostalgique en fait. Je suis habitué à... D'ailleurs, vous m'avez demandé cette émission, c'est très troublant pour moi parce que vous m'avez obligé à retourner dans mon passé. Et en général, je vais de l'avant. Et bon. Et ça fait quoi, ça, de retourner dans son passé? C'est très troublant. Oui. Très troublant, très touchant, très... J'ai beaucoup aimé parce que bon, je me suis arrêté. Parce qu'en fait, je ne m'arrête pas souvent. D'accord. Il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'expositions. On est dans une autre vie aujourd'hui. Et le fait de m'être arrêté, c'était très troublant. Donc, puis c'est faire un peu les comptes et se dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui était important. Non, mais tous ces livres de famille, etc., j'ai été les chercher pour vous. Donc, mais ça a été un voyage dans mes ancêtres, c'était très fort. Alors vous parlez de voyage, on est en France, et puis par la suite, parce que vous êtes quand même un grand voyageur, hein, vous partez alors en Espagne. Oh, bah, aujourd'hui, il y a des gens qui vont en Thaïlande, qui vont partout. Moi, je reste gentiment en Europe. Mais ce que j'aimais, c'est que, plutôt que le voyage, j'aime m'installer quelque part. J'aime, en fait, la Chartreuse de la Verne pendant 2 ans. Il ne faut pas oublier que nous étions une équipe d'une quinzaine, peut-être, à vivre là-bas. Donc c'est une micro-communauté, avec tous les problèmes que ça peut produire. En été, 2000 personnes par jour qui viennent visiter ce lieu.
pendant 2 mois, disons, mais après l'hiver c'était extraordinaire, mais bon, c'était pas évident, c'était pas la solitude qu'on pourrait imaginer. Alors j'avais un ami qui Vous la trouvez là-bas, la solitude. Voilà, exactement. J'avais un ami qui vivait en Andalousie. Moi j'ai quand même une grand-mère espagnole, une mère demi-espagnole, andalou. Donc je me suis dit, bon, je vais aller dire bonjour à cet ami. Il m'a dit, tiens, toi qui aimes, parce que j'avais beaucoup voyagé en Grèce, j'avais vécu en Grèce, il m'a dit, tiens, si tu veux voir un espace encore très primitif, tout à fait préservé, va dans l'arrière-pays, c'était entre Estepona et Ronda, c'était un village qui s'appelle Casares, va voir par là-bas. Nous partons par là, j'avais une vieille déesse, là je suis parti dans la montagne. À ce moment-là, on était mariés avec Laetitia, elle parlait très bien espagnol, on a commencé à parler au garde-chasse. Bon, à l'époque, les terrains étaient vraiment pour rien, c'était très peu d'argent, moins cher qu'une petite voiture aujourd'hui. Alors on est tombé fou amoureux d'un terrain qui s'appelait la Fuente Grande, et nous avons vécu là vraiment quelques années. On est revenu en Belgique, on a essayé d'emprunter de l'argent, ça a été très compliqué. Bon, pour finir, on a réussi à vivre là-bas et on a eu des années très heureuses à Casares. Voici les enfants. Alors, un enfant, Nicolas, puis Dimitri, puis Émilie. Donc 3 enfants et de nouveau, pas assez de sous pour un atelier. Et de nouveau, je creuse dans la roche et je m'installe en dessous de 4 chênes lièges. Et je peins dans la nature avec énormément de bonheur. Ça a duré combien de temps, cette époque? Bon, maintenant, à ce moment-là, j'ai rencontré un des plus grands marchands de l'époque, qui était Charles Krivine à Bruxelles. Donc, j'ai commencé à exposer à Bruxelles. Au début, c'est très difficile, très dur. Et en fait, quand on n'est pas rentier et quand on n'a pas d'argent, et les marchands aiment bien qu'on soit proche d'eux. Donc très vite, j'ai dû faire des allers et retours. Ah oui. Parce que dès que j'arrivais là-bas, on avait beau faire notre potager, on avait beau ne pas avoir d'électricité, on avait beau avoir vraiment le minimum de moyens, je veux dire, on vivait vraiment quasi en autarcie, il faut de l'argent, surtout quand les premiers enfants arrivent, etc. Donc retour à ce moment-là alors que... Bon alors, après cette aventure, on revient à Bruxelles. Et là, je trouve une ancienne menuiserie à Woluwe-Saint-Pierre, ce qui était une grande chance, qui fut en fait des années très heureuses aussi, où j'ai trouvé un très bel atelier. Et là, le succès a commencé à venir un peu, je dis un petit succès bruxellois, parce que j'ai rencontré un marchand qui s'appelle Bernard Katz, qui n'est plus sur la place publique aujourd'hui, mais nous avons vendu beaucoup de tableaux et j'ai pu commencer véritablement à en vivre régulièrement, disons. Donc pendant 4 ans, rue Sombre, j'ai vraiment bien vécu de ma peinture. Qu'est-ce qui déclenche justement le succès? C'est très complexe. Bon, j'espère que c'est quand même la qualité de la peinture. Et je crois qu'il faut un bon marchand. Il faut pas, ce marchand était sur la place publique très, très fort à l'époque. Il m'a très bien vendu. Donc je crois que c'est une mayonnaise entre la peinture, entre la vie, l'équilibre, parce que bon, c'est un métier excessivement dur, et sans marchand, c'est 50-50. C'est la peinture, puis il faut les marchands, il faut des galeries, maintenant il faut des conservateurs, tout le lieu culturel est très très important. C'est indispensable d'être soutenu. Il y a des écrivains, il y a des philosophes, on est tout seul, c'est pas possible. Donc l'artiste ne peut pas rester dans son atelier. À certains moments, c'est très important, isolé du monde, mais à d'autres moments, il doit justement ouvrir les portes, être en contact avec des gens. Je crois surtout aujourd'hui, c'est de plus en plus organisé. Je crois que le réseau mondial de l'art, le monde est de plus en plus petit. Et on dit que le monde est dirigé par 100 personnes, et je crois que si on n'a pas la chance de travailler avec un peu dans ce réseau, il faut trouver d'autres moyens pour vivre. C'est-à-dire qu'il faut être professeur, il faut être ce qu'on veut, ou fortuné, on ne sait pas. Je dis, c'est un milieu qui est très organisé aujourd'hui. Tout le monde sait très vite qui est qui. Qui est qui. Un mot de ce bâtiment? Donc, c'était au fond du jardin, c'est ça? Oui, c'était une menuiserie où j'avais mis un bon poêle et qui avait énormément de charme. Il y avait juste la cloche de l'église qui sonnait tout le temps, qui m'énervait un peu. Mais bon, c'était un très bel atelier déjà. Alors, on poursuit la découverte de cet album avec encore un autre atelier. Bon, là, il y a eu une rupture. J'ai eu un divorce avec Laetitia et j'ai trouvé un atelier très, très
très grand au bord de l'eau à Vilvoorde. C'était très, très, très fort parce que bon, la zone industrielle de Vilvoorde la nuit, c'est tout à fait, c'est extraordinaire. C'est comme dans un film. Le matin, il y a des bateaux qui venaient de Russie, donc sous ma fenêtre, il y avait des Russes qui étaient sur le pont parce qu'ils venaient d'un très grand voyage avec des tonnes de bois. C'est très touchant. Et la nuit, quand on est seul à Vilvoorde, Bruxelles, c'est très étonnant parce que Vilvoorde, au bord des canaux, c'était à côté, au bord du pont du Bouddha, je me souviens, c'était très fort comme expérience. Alors, on sent déjà que vient l'idée de cet atelier, de ce dernier atelier. On voit déjà avec quoi vous allez. Là, je louais, donc bon, je n'aime pas louer, c'est-à-dire ça coûtait des sous et j'ai toujours aimé. Étant donné que j'avais quand même eu un petit succès bruxellois à l'époque, donc les banques ont commencé à me faire un peu confiance et j'ai pu commencer à... Déjà, là, ma première maison, j'avais pu l'acheter, donc je commençais un peu dans les crédits et donc plutôt que de payer un loyer, je cherchais. J'ai vécu 3 ans, enfin, j'ai peint 3 ans dans cet atelier. C'était 3 ans très forts parce que c'était un espace plus grand. Mais je cherchais un atelier à acheter. J'avais envie d'acheter à crédit quelque chose. Donc besoin d'espace aussi, parce que vous travaillez sur des grands formats aussi. Et donc vous avez besoin, j'imagine, de beaucoup plus d'espace, non? Quand il n'y avait pas d'espace, je peignais en plein air. Donc, oui. mais bon, c'est vrai que j'aime beaucoup faire des grands tableaux. Donc c'est mieux si l'espace est grand. Et ça, c'est une photo de la famille recomposée, c'est ça? Alors, bon, après je me suis remarié avec Sophie Leclerc et nous avons eu 3 enfants. Donc finalement, j'ai 3 garçons, 3 filles. Donc les enfants ont toujours été pour moi un immense bonheur. C'est très important dans ma vie. Et bon, ils se sont connus jeunes, très petits. Bon, il y a eu, comme toute famille, des petites histoires, mais bon, je pense qu'ils ont une enfance malgré tout très heureuse. Et ici, donc, c'est en fait la photo de la famille recomposée. Oui, voilà, il y a 8 enfants, parce que Sophie avait 2 filles, qui sont mes belles-filles. On a eu un parcours très formidable entre nous. Et tous les autres qui sont là, puisqu'il y a eu encore 3 enfants. Et il y en a qui suivent votre chemin, qui se dirigent vers une carrière d'artiste? Pas vraiment peintre, mais Nicolas qui est philosophe, qui a terminé philo, et qui se lance dans l'aventure de l'écriture. Donc c'est un peu la même aventure que moi, mais dans l'écriture. Il y a Dimitri qui fait l'histoire et qui est en première année, qui est en 2e année d'histoire et histoire de l'art. Il y a Émilie qui est en première année de philo, donc c'est quand même pas loin. C'est ça. Et puis les 3 petits, là, qui sont aux études, il faut leur laisser un petit peu de temps. C'est une belle photo, elle est pleine de vie, pleine de dynamisme. Ben écoutez, je suis au centre, là, avec tous mes enfants autour. Oui, c'est la tribu et le patriarche. C'est très touchant. Alors on continue et on arrive sur 2 lieux. Il y a le sud de la France et puis il y a ce lieu avant qu'il ne devienne comme il est aujourd'hui. D'abord, parlons de cette photo. Bon, l'Espagne, c'est tout petit, c'est-à-dire que j'ai encore l'Espagne, mes enfants y vont beaucoup, mais c'était des toutes petites maisons, c'est presque des cabanons, comme on pourrait dire en France. C'est des petites maisons de paysans, donc on s'est retrouvés tout à coup avec 8 enfants. Oui. Donc Sophie et moi, nous avons trouvé une maison à la limite Haute-Provence, où là nous avons recréé un petit peu l'espace était plus grand. Donc aussi, c'est un endroit merveilleux avec potager. Vous y travaillez aussi là-bas? 2 mois par an. D'accord. L'été, nous partons l'été. Et puis le reste de l'année, mais voici ce lieu, c'est un lieu incroyable. Alors on le découvre ici, c'est comme ça que vous l'avez découvert, que vous l'avez acheté. C'était un lieu qui était tout à fait abandonné. C'est une ancienne usine ou? C'était une usine de coton. Une usine de coton? C'était une usine de coton au début du siècle. Donc je suis tombé très amoureux de ce lieu, qui était dans un navire qui était totalement abandonné, donc qui était à la limite de devoir être détruit. Et je suis tombé complètement amoureux de ce lieu. C'est un projet fou quand on voit ce bâtiment. Complètement. C'était le coup de foudre tout d'un coup. Le coup de foudre parce que j'ai tout de suite senti le potentiel de ce lieu. Il était entouré de jardins. Bon, à la limite forêt-Uccle, je crois qu'il y a 10 ans, c'était encore possible de réaliser ce type de projet. Et pendant 10 ans, je n'ai pas arrêté de le restaurer. Ce n'est pas fini d'ailleurs, je dois encore refaire la façade. Mais c'est une grande histoire d'amour, mon atelier. Alors c'est un lieu où vous travaillez, où vous vivez, on peut dire travail, vie, et puis c'est un lieu aussi où vous préparez vos expositions.
Je n'y vis pas. Le soir, je retrouve ma famille qui vit à Auderghem, mais j'arrive à 7 h du matin, je le quitte à 7 h du soir. Et effectivement, c'est vraiment le rêve du peintre. Enfin bon, je veux dire, c'est pour moi, je peux y faire mes grands tableaux, je peux m'isoler, c'est comme une forteresse, donc c'est un endroit très fort, et je peux effectivement préparer mes expositions. C'est-à-dire que quand il y a des grandes expositions, je peux mettre 20 toiles, 15 toiles et les confronter, donc c'est un outil de travail extraordinaire. Alors justement, par l'exposition, un mot de celle qui a lieu pour l'instant jusqu'au 10 janvier prochain à l'ICOP à Eupen. Mais justement, Francis Fedler, qui est directeur de l'ICOP, m'a réinvité, parce que j'avais une exposition en 2004-2005, m'a réinvité à l'ICOP, et ça pour moi c'est un... Vous êtes le seul artiste à refaire une deuxième... Il paraît que je suis le seul à avoir récidivé une seconde fois à l'ICOP, mais Francis est devenu un merveilleux ami, et il m'a donné... En fait, pour moi, l'ICOP est un lieu de liberté extraordinaire. C'est que il y a beaucoup de musées qui ne peuvent pas... vraiment, qui ont des programmes très sérieux. Francis Fedler reste un homme extrêmement libre. Donc me proposer 2 fois une exposition, où comme l'espace est très grand, où je peux y exposer des toiles qui ne rentrent pas dans la porte d'une maison normale, c'est que toutes les toiles font 3 mètres, 4 mètres, 2,50 mètres de hauteur. En général, je mets 1 an ou 2 ans à préparer ces expositions. C'était pour moi, chaque fois que je travaille avec Francis, c'est un espace de liberté, et ça c'est très rare. On sent que vous en parlez avec chaleur et mais non, mais c'est pour avoir la chance pendant 3 mois de montrer ces tableaux, de pouvoir faire les formats que l'on veut, le sujet que l'on veut. C'est vraiment extraordinaire pour un peintre, je pense. Ouais. Alors on arrive à la fin de cette émission, vous connaissez la règle, il faut choisir le livre qu'on emporte avec soi sur l'île déserte. Je vois que vous avez préparé vos bagages. Vous m'avez dit en préparant cette émission, moi je prends tout, mais s'il fallait en prendre un, c'est celui-ci, c'est les rencontres avec Bram van Velde. Je vous le livre parce qu'il y a en exergue une citation que vous voudriez me faire partager. Effectivement, si je devais partir dans une île déserte, je ne pourrais pas prendre un livre, parce que pour moi, il y a Rilke, il y a Jung, il y a ceci, il y a cela, il y a Henri Miller, enfin, il y a des tas de peintres que j'aime, d'écrivains que j'aime et de peintres que j'aime. Mais bon, ici, Bram van Velde, pour moi, est un parcours tout à fait exceptionnel du peintre, où je me sens très proche dans une certaine mesure. Pourtant, lui était beaucoup plus, je dirais, n'avait pas de problème d'espace, il avait pas de problème, il prenait une petite gouache. Et c'est justement l'immensité du peintre avec très peu de moyens, en fait. Mais il y a une phrase ici qui est une phrase de Rilke. Les œuvres d'art naissent toujours de qui a affronté le danger, de qui est allé jusqu'au bout d'une expérience, jusqu'au point que nul humain ne peut dépasser. Plus loin on pousse, et plus propre, plus personnel, plus unique devient une vie. Et ça, je crois que c'est la vie d'un peintre. C'est vraiment votre démarche. J'aimerais. Et vous me disiez aussi... il faut dire que c'est Charles Juliette, hein, c'est oui, le dialogue avec Charles Juliette, c'est paru chez POL. Voilà, qui est un poète français qui est pour moi de très haut niveau. Et vous me disiez aussi qu'aujourd'hui, vous avez une vision du parcours que vous avez fait et qu'à un certain moment, ce n'était pas forcément facile de savoir artistiquement quel était le cheminement. Aujourd'hui, les choses sont plus claires. Mais ça fait 35... Ou en tout cas, pour en parler, en tout cas. Oui, ça fait 35 ans que je peins. On a quasiment photographié toute l'œuvre. On a quand même... je me suis beaucoup auto-critiqué, auto-analysé. Je pense que maintenant, je peux commencer à en parler. On en a peu parlé d'ailleurs, pour une fois. Oui. Et on a parlé de la vie. Mais c'est vrai qu'après 35 ans, maintenant, je fais un bilan. Il y a des livres qui sortent. Bon, maintenant, il y a aux éditions du Regard un livre sur 10 ans de peinture. Donc, on est obligé, évidemment, de s'auto-analyser. Donc, vous vous redécouvrez, vous vous étonnez? Ce qui m'étonne le plus, c'est la toile que je vais faire demain. Ah oui, vous êtes tourné vers l'avenir. Toujours, oui. Bon, ça m'intéresse d'analyser mon passé. Mais c'est demain qui m'intéresse. Ok, eh bien ce sera la conclusion de cette émission. On a un autre rendez-vous dans quelques mois. On se retrouvera dans un magazine pour découvrir justement, alors si vous êtes d'accord, votre travail. Mais aujourd'hui, c'était le principe de l'album. Merci d'avoir fait cette émission avec nous. Merci à vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain. Bonne soirée à tous. Merci. À bientôt.